Le vendredi 18 avril 2014, peu après 22 h, Benoît Philippens et sa femme Carol Eid sont froidement abattus devant leur domicile à Visé. Comble de l'horreur, le petit Esteban, le filleul de Carol âgé de 9 ans, est lui aussi touché d'une balle en pleine tête. Donc, on n'est même pas entré dans la maison. Donc c'est pas Jacqueline qui aurait mal tourné, par exemple, c'est manifestement pas ça. On attend les occupants de l'immeuble, ils rentrent chez eux le soir, il fait noir, on les abat les uns après les autres et puis on s'en va. Si Benoît et Esteban décèdent sur le coup, Carol survivra quelques heures et rapportera des éléments essentiels à la police. Avant de faire feu cette fois, le tueur s'est adressé à Benoît. Et il y a un policier de la zone de Visé qui recueille une phrase qu'elle a pu dire que le tireur avait dit « Et alors, tu me reconnais maintenant ». Après des mois d'enquête, la police arrête Amedeo Troiano, un verviétois de 32 ans qui avait eu un différend avec les banquiers en 2011. Le couple lui avait refusé un crédit, ce qui avait conduit l'entrepreneur à la faillite. Mais l'homme clame son innocence. Pour la première fois, sa femme sort du silence. Il ne serait pas faire du mal à des personnes comme ça. Et puis ces personnes n'ont rien fait non plus, pas parce qu'on a eu un refus de près qu'on fait des actes pareils. Pourquoi la justice croit-elle en sa culpabilité? Les enquêteurs ont-ils exploré toutes les pistes? Double vie, menaces de mort, nouvelles données scientifiques. Notre enquête va révéler des éléments exclusifs. C'est dans la commune de Visé, située en bord de Meuse, que Benoît et Carol vivent une petite vie tranquille. Le couple s'était rencontré quelques années auparavant dans la banque où ils travaillaient tous les deux. Un véritable coup de foudre pour ces jeunes divorcés qui décident rapidement de se marier. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se marient entre guillemets si vite, mais je trouvais qu'ils allaient vraiment très bien ensemble. Donc, puis il était jeune, donc c'était bien pour eux. Je trouvais que c'était bien. Il était beaucoup plus mature. La première fois que j'ai vu Benoît, je me suis dit, je pense même l'avoir dit à ma tante, ils vont vraiment bien ensemble, on voit bien que c'est un couple qui rigole tous les deux. Ma marraine avait toujours le sourire, mais lui aussi. Je trouve qu'ils allaient vraiment bien ensemble. Je ne les ai jamais vus disputer, mais alors là, jamais. Par contre, ils blaguaient ensemble, ils se taquinaient de temps en temps. Dans la cité de Loie, le couple de banquiers est apprécié de tous. Quand j'allais chez elle, elle me disait « Allez, on va aller manger un hamburger là un peu plus bas ». On allait faire quelques magasins pendant que Benoît avec mon ex-compagnon, ils allaient boire un verre. Enfin, voilà quoi, elle aimait bien ce quartier-là. Lui, c'est une personne de Visé, hein, très connu là-bas parce qu'il a fait toute sa vie sur place. C'est quelqu'un de très jovial, qui a beaucoup d'amis en dehors du service, mais qui, c'est vrai, nous disait-on à l'époque, était quelqu'un de très strict, en tout cas au boulot. Il a gravi petit à petit l'échelle professionnelle, en étant très très professionnel justement, et il était maintenant responsable de plusieurs grosses agences de la région liégeoise. Le 18 avril dernier, Benoît et Carol décident de passer la soirée au restaurant avec Esteban, le filleul de Carol, accompagné de ses parents. Au moment de se quitter, Esteban insiste pour rentrer dormir chez sa marraine, dont il est très proche. Elle adorait sa filleule, elle adorait ses neveux, les enfants, elle adorait. Mais en rentrant chez eux, Benoît, Carol et Esteban vont froidement se faire abattre. Ils sont rentrés chez eux vers 22h30, comme ça. C'est une petite rue sur les hauteurs de Visé, en face du complexe sportif. Donc ils ont garé leur voiture dans l'entrée, sont sortis de leur voiture, et à ce moment-là, vraisemblablement donc il était caché dans les buissons, un homme est sorti et a tiré donc sur Benoît Philippens, sur Carol Eid. Apparemment, Carol Eid a pris le petit Esteban pour le protéger, et malheureusement ce ne fut pas suffisant, et donc le petit a également reçu une balle dans la tête.
Un homme les attendait, il guettait ses victimes, il a fait feu, 7 fois. Ils ont été touchés dans des organes vitaux, très clairement au niveau de la tête, du cou, du buste. C'est-à-dire que, tout aussi clairement, ces balles ont été tirées pour tuer. Benoît est foudroyé sur place par 2 balles tirées avec un pistolet automatique 9 mm, une dans la nuque, l'autre en plein cœur. Le petit Esteban reçoit une balle en pleine tête, il meurt lui aussi sur le coup. Carole, elle, est gravement touchée, de 4 balles dans le dos. Elle survivra quelques heures et parlera à la police. Il y a eu un élément très intéressant qu'on a pu recueillir quelques jours après les faits, c'est que Carole Haidt n'est pas décédée de suite sur place, donc lorsque l'ambulance vient, elle est transportée, elle est encore en vie. Et il y a un policier de la zone visée qui recueille une phrase qu'elle a pu dire en disant que le tireur avait dit « Et alors, tu me reconnais maintenant ?» Une phrase très intéressante dans la mesure où cela veut dire que Benoît Philippens connaîtrait éventuellement le tueur. Et alors, tu me reconnais maintenant. Une phrase lourde de sens prononcée par le tireur à Benoît avant de faire feu. Malheureusement, Carole décédera elle aussi quelques heures plus tard. Il était 8 h du matin, j'étais en train de nettoyer chez moi à 200 mètres ici plus bas. J'ai ma tante qui est arrivée, c'est la sœur de Carole. Elle m'a dit mais Yann, assieds-toi. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et elle m'a dit ta marraine s'est fait tirer dedans. Voilà. Et là, je me suis écroulée par terre. Je ne savais plus qu'est-ce qui se passe. Je ne comprenais pas. Et puis elle s'est assise dans le fauteuil. Elle commençait un peu à m'expliquer ce qu'elle ne savait pas trop non plus. Ce qui s'était réellement passé, parce qu'on n'avait pas d'explication vraiment. Elle m'a juste dit que ma marraine était partie, quoi. Et Benoît et le petit Esteban. Ça a été la pire journée de ma vie. Mais qui pouvait bien en vouloir à ce couple sans histoire ? Très vite, les enquêteurs fouillent dans le passé des victimes pour tenter de trouver une réponse. Et c'est vers un entrepreneur liégeois qu'ils se tournent, un certain Amedeo Troiano. Alors contre toute attente, parce qu'on est là 4 ou 5 mois après les faits, on s'imaginait que ça allait être de nouveau un crime impuni. Mais donc on apprend voilà, au mois de septembre qu'on arrête quelqu'un et la police est persuadée que c'est non seulement le commanditaire, mais l'auteur en fait du crime. Le Verviétois avait eu un litige financier avec Benoît et Carole en 2011. Les banquiers lui avaient refusé un crédit pour ouvrir un 2e salon de coiffure. Anna Maria, son épouse, accepte de s'exprimer pour la première fois. On a eu des contacts avec eux pour une demande de prêt. La demande verbalement a été acceptée. On a lancé des travaux. Il y a eu un refus sur la suite. Madame Haidt nous a expliqué comme quoi c'était son supérieur qui s'était rétracté. Un refus qui tombe mal. Le couple avait déjà engagé des frais, certains qu'ils allaient obtenir ce prêt. En désespoir de cause, Amedeo contacte la rédaction de Sud Presse à Verviers pour partager son histoire. Lui, il s'est retrouvé un peu face à déjà des commandes faites à différents fournisseurs. Il avait déjà acheté des bancs solaires pour quelques dizaines de milliers d'euros et il devait rembourser tout ça, mais n'avait pas son prêt, donc ça lui posait des problèmes. Amedeo décide de porter plainte au tribunal du commerce, mais rien n'y fait, la banque ne reviendra pas sur sa décision. Il était quand même fort tiré, on voyait que c'était une situation qui était difficile pour lui et pour sa famille. Il venait d'emménager il n'y a pas très longtemps dans la maison, ils avaient un petit enfant de quelques mois à peine, et il avait vraiment peur que ces problèmes avec la banque aient des conséquences sur l'avenir de sa famille. Selon les enquêteurs, Amedeo aurait voulu se venger et aurait éliminé Benoît et Carole. Mais le Verviétois clame son innocence depuis la prison de Lantin où il est incarcéré depuis 4 mois. On n'a jamais eu de colère envers eux. Ils ont quand même essayé. C'est vrai qu'il y a eu une acceptation, qu'il y a eu un refus après. Mais ce n'est pas eux qui ont donné le refus non plus, c'est leur supérieur qu'on n'a jamais connu. Donc eux, ils ont essayé de chercher des solutions au départ aussi qui n'arrivaient pas à aboutir. Et donc, eux, ils ne savaient rien faire non plus. Donc on n'a jamais voulu du mal à ces personnes.
Pour le couple, il n'y avait pas de rancœur. Pourtant, il y aurait eu, à l'époque, des échanges de mails assez virulents, d'après les enquêteurs. Il n'y a jamais eu de menace. Il y a juste peut-être eu un mail où il disait « Vous avez dit qu'on n'arriverait pas à cette situation-là, mais on y est. Que fait-on maintenant ?» C'est tout, mais ce n'est pas des menaces. Il y a eu des mails qui ont été échangés, des mails qui allaient un peu dans tous les sens, notamment des mails qui allaient dans le sens « Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Des mails qui faisaient part du grand désarroi, mais des mails de menaces. On peut toujours interpréter des mails comme on le veut, mais des mails de menaces, il n'y en a pas eu. Mais Amedeo a aussi un passé judiciaire. Il a déjà fait 1 an et demi de prison pour vol avec violence. Il l'a fait en 2005 pour une erreur de jeunesse et il a fait sa peine et depuis il n'a plus de problème avec la justice. Il avait été condamné pour un fait de carjacking. Amedeo a déjà été condamné pour un carjacking. Et puis, son alibi dans la soirée du 18 avril 2014 est confus. Il affirme qu'il était seul sur la route en direction de l'Allemagne pour rendre visite à de la famille. Il a expliqué tout au début qu'il s'était rendu auprès de sa famille en Allemagne. Apparemment, s'il s'y est bien rendu, il ne s'est pas rendu tout de suite de Belgique vers l'Allemagne. Donc il y a une certaine période où on ne sait pas où il a été. Donc son alibi n'est pas très clair. Il était sur la route. Il allait voir de la famille en Allemagne. Et pour eux, un alibi flou dit qu'il est coupable. Et pour moi, c'est parce qu'on a un alibi flou qu'il est coupable du tout. Ce qui interpelle les enquêteurs, c'est l'analyse de la téléphonie le soir des faits. Amedeo avait pris la direction de l'Allemagne sans prendre son GSM. Impossible de déterminer précisément sa position vers 22 h, l'heure à laquelle les coups de feu ont été tirés, à viser. C'est qu'il laisse aussi perplexe parce que ça veut dire qu'il part pendant 3 jours en Allemagne en laissant sa femme et ses enfants chez lui et prend pas de GSM. C'est pas classique, c'est pas commun, dirons-nous au moins ça. Sur le plan du bon sens même, c'est étrange. Je sais que la mode, c'est tout le monde avec les GSM en main et tout ça, mais nous, dans la famille, c'est vrai qu'on n'en a pas spécialement une utilité principale et il l'a oublié simplement. Mais c'est pas la première fois, il a déjà resté son téléphone toute la nuit même dans la voiture ou combien de fois, même 2 jours, et c'est après qu'on s'est rendu compte qu'il cherchait après, mais c'est pas la première fois qu'il a oublié son téléphone à la maison. Un mobile apparent, un alibi flou, mais aucun témoignage probant. Le soir du triple meurtre, une voisine affirme avoir vu un homme de petite taille prendre la fuite, bien loin du physique d'Amedeo. Mon mari fait 1m90-92. Il a de la carrure et il passe pas incognito, quoi. Une fois qu'on le voit, on voit que c'est une grande personne. C'est possible, mais encore une fois, c'est quoi petite taille quand on voit quelqu'un la nuit de loin dans une allée sans savoir qu'il faut être particulièrement attentif d'ailleurs. Le voisinage parlera aussi d'une Mercedes noire qui rôdait dans le quartier peu avant le drame, alors qu'Amedeo roule en BMW. Quasi tous les témoignages font état d'un véhicule de marque Mercedes, en donnant d'ailleurs certaines descriptions de carrosserie, d'accessoires qui sont propres à Mercedes. Mais mon client roule en BMW, ce qui pose problème évidemment. Et dès que mon client est rentré dans le jeu des suspects, et qu'il était d'ailleurs placé en première ligne des suspects, on a cherché à mettre en rapport un véhicule BMW et on a trouvé un véhicule BMW qui était passé évidemment par là, à l'instar de beaucoup d'autres véhicules, est-il besoin de le préciser, et on s'est focalisé là-dessus. Mais des caméras de surveillance d'une station-service située non loin du domicile de Benoît et Carole ont filmé une BMW qui quitte les lieux peu après le triple meurtre. Mais des caméras de surveillance d'une station-service située non loin du domicile de Benoît et Carole ont filmé une BMW qui quitte les lieux peu après le triple meurtre. On a examiné l'ensemble des véhicules qui sont passés dans le champ des caméras avant, pendant et après les faits et dans les jours qui ont précédé pour voir s'il y avait eu d'éventuels repérages par exemple. Pour la défense, Amedeo doit être relâché. Aucune preuve matérielle ne le lie au soir du drame, aucune trace ADN du Verviétois, ni aucune empreinte. Et surtout, Carole a eu le temps de se confier aux enquêteurs avant de mourir. Elle a affirmé ne pas connaître le tireur. Elle indique d'abord aux policiers que l'auteur est parti, qu'il n'est plus sur place.
Et puis à la question qui lui est posée quant à l'identité de l'auteur, elle va dire, ouvrez les guillemets, je ne le connais pas, fermez les guillemets. Ensuite, elle va aller plus loin et elle va indiquer aux enquêteurs que l'auteur s'est dirigé vers son mari et lui a demandé « Est-ce que tu me reconnais ?» et puis a fait feu vers lui. Il fait noir. Le stress est à son comble. Elle n'a sans doute plus vu M. Troiano depuis 2011. Il peut avoir changé de coiffure, il peut avoir changé de pilosité, je n'en sais rien. Et par ailleurs, elle essaye de se protéger, donc elle se retourne manifestement quand survient l'agression. Et donc il se peut qu'elle n'ait pas pu enregistrer qui était la personne qui était devant elle à ce moment-là, ça ne serait pas étonnant. Carole a indiqué ne pas connaître le tireur. Peut-être était-il un ennemi de son mari qu'elle ne soupçonnait pas. Benoît avait la réputation d'être exigeant et au sein de l'agence, des tensions s'étaient créées. Benoît, je pense que c'est quelqu'un qui est très perfectionniste dans son travail. Et donc, il voulait toujours que les gens fassent le travail le mieux possible. Donc, c'est certain que ça crée toujours peut-être des tensions au niveau du personnel. L'assassinat est tellement parfait, il n'a laissé aucune trace, il n'y a pas de témoins. Et donc, voilà, on lance un peu des pistes tous azimuts. On sait que, on l'a dit, Benoît Philippine, c'était quelqu'un de très exigeant au boulot. Et donc, on sait aussi qu'il y avait eu certaines inimitiés parmi le personnel. Les enquêteurs vont s'intéresser à la vie privée du banquier. Il aurait la réputation d'être un homme à femme. Benoît aurait même eu plusieurs maîtresses. Au fil du temps, elle a eu des problèmes de santé, ils ont eu quelques petits soucis. Et puis le couple s'est un petit peu perdu. Et Benoît était assez déçu. La piste de la vengeance amoureuse ne donnera pourtant rien. Du côté de Carole, ses amis et sa famille ne lui connaissaient pas d'ennemis. Carole n'avait pas spécialement d'ennemis? Non, franchement non. Non. J'ai plus beaucoup d'amis, c'est plus dans l'autre sens que ça, des amis, on en avait. Ouais. Mais des ennemis, non, on ne m'a jamais. Moi, j'en ai pas connaissance. Ses proches gardent le souvenir d'une femme souriante et d'un couple heureux. Et là, avec Benoît, ils étaient heureux, ça se voyait. Là, elle est vraiment bien. Ouais, vraiment bien. Son petit sourire, ouais. Quoi. Ouais. Mais ces trois-là, ça reflète vraiment Carole heureuse, puis à taquiner avec les petits, tout ça. Ouais. Pour les familles des victimes, Amédéo est celui que tout accuse. Pourtant, l'homme clame toujours son innocence. Les enquêteurs ont-ils envisagé toutes les pistes? Quelques mois avant sa mort, Benoît avait eu une violente altercation avec un client, ici, au sein même de sa banque à Anse, un client qui l'aurait menacé de se venger. La scène s'est déroulée sous les yeux des autres clients. Un homme qui dérangeait les employés de la banque a été mis à la porte par Benoît. C'était un homme d'origine étrangère qui avait une djellaba blanche. Et il voulait en fait ouvrir un compte, mais il ne voulait pas être servi par une femme. Et donc, il a exigé de passer devant tout le monde et il voulait que ce soit un homme qui s'occupe de lui. Une altercation violente qui va marquer fortement Benoît. Ah, il était vraiment très tracassé. Les menaces l'avaient vraiment touché. Il avait très peur. Il sentait vraiment que ça pouvait aller beaucoup plus loin. C'était quoi les menaces qu'il avait reçues? Apparemment des menaces de mort. L'homme va finalement quitter l'agence et s'engouffrer dans sa voiture, une Mercedes de couleur sombre. Benoît m'a dit que, justement, comme il était sorti, le monsieur est entré dans une grosse Mercedes noire qui l'attendait devant l'agence. Une Mercedes comme la voiture que des voisins ont aperçue à Visé, aux alentours de la maison du couple de banquiers, peu avant le drame. Peut-être une piste négligée par la police. Les enquêteurs reviennent toujours vers Amédéo Troiano. Mais pourquoi? C'est au cours de notre enquête que nous allons découvrir des éléments matériels qui pourraient appuyer la thèse de la police, de nouveaux éléments scientifiques qui pourraient faire basculer l'enquête. Il y a d'autres recherches qui semblent maintenant s'orienter vers le fait qu'on ait trouvé des traces de tir sur ses vêtements.
Des traces de poudre ont été retrouvées sur des vestes d'Amedeo. Leurs analyses sont en cours. Il faut savoir qu'on est allé rechercher les vêtements de mon client, certains vêtements de mon client, 6 mois après les faits. Et que, ce faisant, on suppose que mon client, s'il était l'auteur des faits, aurait été assez stupide pour conserver chez lui les vêtements avec lesquels il était commettre les faits. Mais il n'a jamais eu d'armes non plus, mon mari. Ni auparavant, quand elle était plus jeune, ni quand elle était arrêtée, et ni maintenant. On n'a jamais eu d'armes à la maison non plus. Plus compliqué pour la défense, l'analyse de l'ordinateur d'Amedeo révèle qu'il a cherché sur Internet l'adresse de Benoît et de Carole à viser. Il y a certaines informations qui étaient connues dès le départ, puisque je rappelle quand même que mon client avec son épouse ont intenté un procès à la banque et que leur objectif était de faire témoigner les banquiers. Donc qu'il y ait des informations par rapport à ces personnes à l'ordinateur ne m'apparaît pas en soi quelque chose d'anormal. Pour les enquêteurs, l'explication est simple. Le soir du drame, Amedeo aurait eu une violente dispute avec sa femme à propos d'argent. Après des années de rancœur, il aurait décidé d'éliminer Benoît, Carole et le petit Esteban. En ce qui concerne l'enfant, moi je me demande toujours si on n'a pas voulu se débarrasser d'un témoin éventuel. Parce que là aussi, du moins de ce que j'ai pu lire sur les premières constatations sur place, ce n'est pas une balle perdue qui par hasard a touché l'enfant. Mais 10 mois après le triple meurtre, Amedeo continue de clamer son innocence. Il est d'ailleurs pour le moment très mal à Lantin, a demandé d'ailleurs à être déplacé à l'annexe psychiatrique parce qu'il a vraiment de gros problèmes et de tendances même suicidaires. Ce qui le disculpe en tout cas, un gros élément, est cette fameuse phrase de Carole Eide avant de mourir qui a dit « Et maintenant tu me reconnais ». Si ce tueur avait été Amedeo Troiano, elle l'aurait reconnu puisque elle était sa banquière. J'espère, comme tout le monde, que la vérité soit faite et que mon mari puisse sortir et qu'il revienne près de nous. C'est quelque chose pour nous de très important. Comme je suppose pour la famille également des victimes. Mais là, c'est malheureux, mais c'est pas en mettant quelqu'un qui est innocent en prison qui vont faire avancer. Il y a d'autres pistes à vérifier et qui est importante aussi à voir. Et pas rester sur une seule et s'acharner sur une personne qui n'a rien fait. Les familles des victimes attendent maintenant le procès. Elles aussi veulent que justice soit faite, même si rien ne ramènera jamais Benoît, Carole et Esteban.